Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, management et RH. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du burn-out. Le Conseil d'État s'est-il fourvoyé? On fera le point avec une avocate, Justine Godet, avocate en droit du travail dans le cabinet La Garderie. Le cercle RH. Aimer son job, bah oui, on est en début de saison, évidemment, vous avez peut-être repris le travail. Cela se travaille. Est-ce que c'est le travail que l'on n'aime pas ou les conditions de travail? Ça, c'est une question qu'on posera à nos experts. Cécile Bannon, Magali Auger et Nicolas Leperc seront nos invités dans le cercle RH. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, la reconversion des anciens militaires. Ils sont des milliers à quitter l'armée française. Comment se reconvertir? On en parlera avec Clément Tétu. Il est le fondateur du cabinet Pépite. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour s'intéresser à une décision du Conseil d'État, pour parler droit, vous l'aurez compris, autour du burn-out. J'accueille Justine Godet, vous êtes avocate en droit du travail au cabinet La Garderie. Exactement. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Vous m'avez repris à juste titre. D'abord, un mot, et c'est très important. Le 28 mai dernier, une décision du Conseil d'État, et c'est le sujet du jour, va autoriser le salarié à se tourner non pas exclusivement vers le médecin du travail, mais vers son médecin traitant. C'est bien cela? Alors c'est exactement cela. En fait, c'est une décision qui va un petit peu libérer les médecins traitants, puisque jusqu'à présent, en fait, on avait une recommandation de la Haute Autorité de la Santé qui estimait que le médecin traitant ne pouvait pas diagnostiquer de burn-out sans avoir échangé avec le médecin du travail. Et régulièrement, les chambres disciplinaires du Conseil de l'Ordre des médecins estimaient que le fait de diagnostiquer un burn-out sans cet échange caractérisait une faute professionnelle pour le médecin. Le Conseil d'État donc revient sur cette jurisprudence traditionnelle du Conseil de l'Ordre des médecins et autorise désormais un médecin à poser un diagnostic de burn-out sans aucun échange avec le médecin du travail et sans aucune sans aucune connaissance des conditions de travail du collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on est quoi, dans une zone grise par rapport à la relation qu'il va entretenir, ce médecin, avec la médecine du travail, où chacun va rester à sa place? Alors chacun va rester à sa place parce qu'effectivement, ils ont des compétences distinctes. Je pense que ce à quoi il faut faire très attention, c'est que le médecin traitant va pouvoir poser le diagnostic de burn-out par rapport à l'état de santé du salarié. Pour autant, il ne va pas pouvoir intervenir sur les causes de ce burn-out. Et ça, il n'y a que le médecin du travail qui pourra avoir connaissance de l'entreprise et pouvoir éventuellement se poser la question du lien entre le burn-out et des conditions de travail qui seraient défectueuses. Il y a quand même un petit sujet sur le médecin traitant. Alors, traditionnellement, on va voir son médecin, on pousse la porte d'un cabinet, on attend dans la salle d'attente et on est reçu. Mais il y a Doctolib, il y a les consultations par visio. Là aussi, un médecin sur Doctolib peut prescrire ou considérer que le patient qu'il a en face de lui est atteint d'un burn-out. Alors c'est précisément le risque en fait que crée cette décision, parce qu'effectivement quand on a un médecin traitant, celui qu'on a déclaré à la CPAM qui nous connaît, il va pouvoir poser un diagnostic assez fiable sur la dégradation de notre état de santé et le fait qu'on soit vraiment en situation de souffrance professionnelle. En revanche, lorsque on va voir un médecin qu'on a trouvé sur Doctolib qui ne nous connaît pas du tout, est-ce qu'en une consultation, parfois même en une téléconsultation, il va pouvoir se rendre compte que notre état de santé s'est dégradé? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains médecins puissent être instrumentalisés par des collaborateurs qui veulent en fait préparer leur dossier prud'homal? Il faut préciser qu'une fois que le diagnostic a été posé, donc le médecin officialise la situation de son patient en burn-out. J'imagine qu'ensuite le patient retourne voir son entreprise en disant « un médecin a validé mon burn-out ». On est d'accord? Alors non. Ah, non, mais c'est cette partie-là, elle est sensible. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, en tout cas, dans cet arrêt-là, on ne parle pas d'un certificat médical dans lequel le médecin expliquerait la dégradation des conditions de travail, etc. On parle tout simplement du certificat d'arrêt de travail du médecin traitant qui... sur la partie qui est envoyée à la CPAM, mentionne son diagnostic et la raison de l'absence du salarié. L'employeur, lui, ne reçoit que le CERFA sans aucune mention des causes de l'arrêt, puisque c'est couvert par le secret médical. Mais je vous pose la question, maître, est-ce qu'il ne faut pas une passerelle? Alors, peut-être que l'arrêt du Conseil d'État va être amélioré et la jurisprudence va le nourrir, mais est-ce que le salarié ne doit pas aussi et en même temps aller voir la médecine du travail avec ce document de son médecin traitant pour dire, voilà, on vient de me diagnostiquer un burn-out, à vous de faire votre travail de médecine du travail? Alors c'est effectivement
idéalement, ce qu'il faudrait faire, alors le médecin du travail, en principe, n'a pas vocation automatiquement à recevoir un salarié qui est en arrêt de travail. Oui. Il le reçoit que lorsqu'il y a lieu à une visite de reprise. Mais il y a tout à fait la possibilité pour le collaborateur de demander un rendez-vous avec la médecine du travail pendant son arrêt pour être reçu, pour que le médecin du travail, alors le rôle du médecin du travail, ça va être notamment de déclarer une inaptitude au poste, et dans ces cas-là, il doit nécessairement échanger avec l'employeur et prendre connaissance du poste et des conditions de travail. Un dernier mot, le burn-out, ce sont des arrêts souvent très longs, c'est une maladie très longue, et qui a souvent pour cause du relationnel, du harcèlement, une surcharge de travail. Qui règle ce sujet ? Alors, la cause de l'arrêt, effectivement, peut être éventuellement évaluée par le médecin du travail. Néanmoins, je dois quand même un peu nuancer vos propos parce que c'est pas parce qu'un collaborateur est en burn-out que c'est nécessairement dû au comportement de son employeur, à un harcèlement, à des mauvaises conditions de travail. Ça peut être des motifs personnels. Ça peut être des motifs personnels qui font que, de manière ponctuelle, il n'est plus à même de gérer sa charge de travail habituelle. Et d'ailleurs, dans l'arrêt qui était soumis au Conseil d'État, en fait, la durée de l'arrêt n'était que de 15 jours, donc ce n'était pas un arrêt très long. Ce qui est d'ailleurs assez contradictoire, qui veut dire que le Conseil d'État n'est peut-être pas allé assez loin. Les arrêts de travail sur un burn-out sont très longs, 3 mois, 6 mois, parfois 1 an. Vous êtes d'accord ? Alors c'est vrai qu'en général, c'est des arrêts très longs et qui aboutissent quand même assez régulièrement à la négociation d'une rupture du contrat de travail. Tout dernier mot, l'avocat que vous êtes, pour répondre à notre question, est-ce que le Conseil d'État s'est fourvoyé dans cette décision du 28 mai dernier ou pas ? Alors, il ne s'est pas fourvoyé, mais encore une fois, il faut prendre un peu de recul par rapport à la décision. Ce qui est très intéressant, c'est de lire les conclusions du rapporteur général du Conseil d'État, qui a estimé qu'en l'espèce, le médecin avait fait preuve de légèreté, mais que pour autant, ça n'était pas un certificat de complaisance. Donc, il va falloir distinguer les médecins qui peuvent faire preuve de légèreté ou être volontairement mensongers, et ça, c'est quand même relativement rare. Les téléconsultations, les médecins que l'on prend comme ça en une consultation, c'est vrai que c'est un peu léger de pouvoir diagnostiquer le burn-out, il faut le reconnaître. C'est le moment où le patient devient un client et ça pose quand même des difficultés. Donc il y a un vrai débat autour de cette décision, cet arrêt du Conseil d'État du 28 mai dernier. Merci Justine Godet, avocate en droit du travail, spécialiste de ces questions au cabinet Lagarde-Andry. Je l'ai dit donc 2 fois parfaitement. Merci de nous avoir rendu visite. D'ailleurs, on va se tourner dans notre cercle RH, le débat, justement sur le rapport au travail, au bien-être au travail, à nos conditions de travail. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail ? Eh bien, on va en parler avec des experts, des spécialistes de ce sujet. Je les accueille juste après le jingle. Le cercle RH, notre débat. Pour ouvrir cette rentrée, vous êtes peut-être revenu au travail. Alors parfois avec des pieds de plomb, parfois le cœur léger, en vous disant j'ai envie d'y aller, ou en vous disant à l'inverse, j'ai absolument pas envie de reprendre ce boulot, je m'y sens mal, je n'aime pas mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que c'est votre travail que vous n'aimez plus ? Ou l'environnement, ou les collègues, ou le manager, ou la situation dans laquelle vous évoluez. On va en parler avec mes invités. Je vous les présente. Cécile Bannon est avec nous, vous êtes conférencière. Et alors vous dites, je ne suis plus coach, mais vous l'avez été. 6 ans, oui. 6 ans, avec une conférence que vous allez présenter dans quelques semaines, me semble-t-il. C'est mardi prochain, le 3 septembre à Paris. Le travail n'est pas un amour impossible. Absolument. Et vous étiez venu nous parler de votre livre qui était sorti en 2022, et on vous écoutera évidemment parce que vous avez un parcours aussi qui vient expliquer tout cela. Merci d'être là. Magali Auger est avec nous. Bonjour Magali, fondatrice de France Coaching, avec un podcast Valeurs Agitées, et vous êtes une ancienne fonctionnaire, mais je le précise parce que votre vie professionnelle a eu aussi des moments de chaos et vous vous êtes reconstruite et justement pour pouvoir transmettre aujourd'hui aux décideurs, aux managers. C'est bien cela ? Exactement. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec nous Nicolas Leperc, ravi de vous retrouver Nicolas, responsable R&D Ignition Programme. Vous êtes de formation, rappelons-le, psychologue ? Non, je suis chercheur en management. En management. Alors, il y a de la psychologie, en tout cas de la sociopsychologie. Parce qu'on avait évoqué ce sujet lorsque vous étiez venu sur notre plateau. Cécile, c'est quoi le thème de votre conférence ? Parce que ça fait directement écho à ce que vivent aujourd'hui les salariés. Parce que d'un côté, il y a ceux qui disent l'entreprise c'est génial, c'est un monde merveilleux, on s'y éclate. Et puis quand on regarde les chiffres réellement de tension, de stress, tous les indicateurs, on voit que les salariés sont mal. C'est ça, les indicateurs montrent en ce moment que les arrêts de maladie pour cause de santé mentale
sont devenus plus nombreux que les arrêts de maladie pour cause de santé physique. Donc, que se passe-t-il? Alors, moi, je pense que les Français, et les enquêtes nous le disent, les Français, ce n'est pas le travail qu'ils n'aiment pas, c'est la façon dont ils travaillent. Je vais vous donner 3 exemples de tue-l'amour. Vous appelez ça des tue-l'amour? Moi, j'appelle ça des tue-l'amour. Je trouve ça beau, c'est sympa. 1, vous n'êtes pas à votre place dans votre job. Il n'y a pas adéquation entre les compétences et le job. 2, les reportings. 3, les procédures. Vous savez, les procédures. Bien sûr. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle est où la liberté et la créativité? Et là, peut-être vous allez m'aborder dans mon sens. Le temps pressé. Il faut tout faire vite. Il faut boucler les projets en vitesse. Quand on vous donne un dossier, c'était pour avant-hier. Il faut faire vite. Il faut répondre à ces mails. Je ne sais pas si vous savez, 1 mail sur 2 reçoit une réponse dans l'heure. Ça veut dire que vous êtes en réunion. Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez vos mails. C'est exact. Vous voyez, ça fait Et on une perd le fil de la surcharge réunion. mentale. Vous avez une surcharge mentale. Mais Magali, juste d'un mot, parce que je vous présentais un peu brièvement, mais vous avez été DG, vous avez été DRH, vous avez connu ce monde de l'entreprise que l'on décrit, c'est-à-dire que vous imposiez des process, que vous accompagniez des équipes, enfin je veux dire, vous avez piloté des équipes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé, non pas du côté de la force obscure, mais plutôt du côté de la lumière? Alors je ne sais pas s'il y a une force obscure et une autre de lumière, je pense qu'en fait c'est une question d'équilibre dans tout ça. Et d'ailleurs quand j'étais DRH, mon rôle c'était vraiment d'être à équidistance, jamais pro-direction ou pro-salarié. Compliqué. Oui, c'est compliqué, Ouais. mais je pense que c'est un équilibre qui est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour sa propre survie en tant que DRH, déjà. Et donc, en fait, ce qui, moi, m'a donné envie de pouvoir évoluer, c'est qu'effectivement, je me suis beaucoup investie sur des fonctions de DRH, de DG, jusqu'à encadrer 220 collaborateurs. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle solopreneur. Donc, je suis seule, mais en réalité, jamais vraiment seule, la preuve. C'est le fait que moi-même, j'ai eu à vivre un burn-out en 2012, un licenciement en 2023. Et comme j'étais coach pro déjà depuis plus de 15 ans, puisque je faisais ça bénévolement à côté de mon activité, j'ai décidé du coup de m'inscrire vraiment à mon compte. Je vous pose une question personnelle et peut-être qu'on aura une réponse du côté de Nicolas, mais vous avez basculé aussi pour vous protéger de l'univers dans lequel vous évoluez et qui vous a fait du mal? Non, c'est simplement, je pense que j'avais fait le tour. Ça fait 20 ans que j'avais exploré les organisations de toute taille, privées, publiques, et qu'à un moment donné, j'avais aussi envie de me challenger et de découvrir ce que c'est aussi que l'entrepreneuriat. Et de grandir autrement, enfin en tout cas de se déployer autrement. C'est ça. La situation aujourd'hui, si on devait faire une photo, on a une situation de salariés à travers les chiffres, santé mentale, arrêt maladie, burn-out, stress. Tout ça est un grand paradoxe, puisqu'on nous a dit quand même au même moment que grâce au télétravail, qui s'est quand même imposé assez largement en entreprise, les Français allaient retrouver une forme d'équilibre, il n'y aurait plus de transport, il n'y aurait plus de déplacement, on pourrait faire en même temps sa lessive tout en pouvant répondre à un mail. Enfin, tout ça a été dit sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français sont si mal au travail? Alors, sur la notion de burn-out, il y a quelque chose qui émerge peut-être de façon plus importante que le burn-out, au sens de la fatigue professionnelle. Bore-out? Bore-out, Ouais. on en a déjà discuté. Ouais. Qui a à peu près les mêmes symptômes et qui a les mêmes conséquences, mais donc on s'ennuie. Et là-dessus, vous savez, on a conduit depuis 2 ans une grosse enquête sur l'alignement des travailleurs, l'alignement des salariés français dans leur travail. Et cette enquête, donc auprès de 5000 personnes depuis 2 ans, met en évidence une chose tout à fait intéressante, c'est que les leviers principaux d'attente des salariés, c'est le fait de prendre du plaisir au travail. Le deuxième, c'est le fait d'avoir de la reconnaissance de la part de son environnement. Ça peut être les collègues, les supérieurs, les clients, etc. Et le troisième ou le quatrième, enfin, dans la même fourchette avec l'équilibre vie pro, vie perso, c'est l'apprentissage. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, Magali, par rapport au fait de vous challenger. En fait, ce qu'on observe de façon très importante, c'est que la capacité qu'on a d'aimer son travail passe par la capacité à ce que son travail se transforme et qu'on soit un contributeur de la transformation de son travail. En gros, et notre étude met en évidence une corrélation très forte, donc à 0,55 entre le plaisir et la reconnaissance, et 0,45 entre l'apprentissage et le plaisir. Mais excusez-moi, pour revenir à cette petite phrase qui a démarré notre émission, les 3 tuent l'amour ou les 4,
on ne va pas rechercher aussi un peu d'amour au travail, parce qu'il y a reconnaissance, il y a l'idée d'être reconnu dans son travail, il y a l'idée d'être aimé pour ce que l'on fait. Enfin, il y a quand même un rapport comme ça très charnel au travail. Mais Arnaud, on aime son travail. Il y a le mot aimer, hein. Voilà, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est une façon de nourrir l'estime de soi. Parce que quand on fait du travail de qualité, on est content de soi. Or aujourd'hui, quand on dit « faites vite et bien », eh bien, c'est à la personne de juger jusqu'où elle peut baisser la qualité pour aller plus vite. Ça, c'est la charge mentale. Et ça, c'est pas écrit dans la fiche de poste. Bien sûr, c'est très subtil. Ça, c'est pas mesuré. Juste d'un mot, les managers, parce que vous avez été DRH et vous avez aujourd'hui, et vous accompagnez à travers France Coaching des dirigeants, des cadres, et vous leur transmettez finalement. Concrètement, les managers, ils sont bien à leur place, parce qu'on lit souvent dans les études que c'est souvent le N+1, c'est qu'il y a souvent un problème de relationnel, qu'il y a un problème d'accompagnement, un problème d'écoute tout simplement. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de dire c'est mon manager qui me malmène que de se remettre aussi Soi-même en question, ça c'est vrai. Donc, là, c'est l'ancienne DRH qui parle. Donc je pense qu'en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que l'organisation doit réinterroger sa culture d'entreprise, ses process et forcément la place du manager. Et aussi d'ailleurs les choix de recrutement des managers. Aujourd'hui, pourquoi il y a des managers qui vont mal aussi et d'ailleurs ils sont extrêmement nombreux, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément... ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, hein, comme on a l'habitude de le dire, mais en plus, ils ne sont pas forcément formés. Ils ne sont pas accompagnés. Donc, on leur demande, comme dit Cécile, d'aller vite, mais en même temps, on ne leur donne pas toujours la vision d'ensemble, ou on ne leur donne pas forcément les outils. Parfois, j'entends, moi, des salariés qui me disent « Je suis mal parce que je n'ai même pas les outils pour travailler. » C'est-à-dire qu'ils sont en environnement empêché. Donc ça, effectivement, c'est compliqué. Et vous nous parlez de grosses boîtes, là, enfin, juste pour qu'on situe un peu, parce que c'est les ETI, c'est toutes les tailles. Parce que on peut avoir un recrutement où on oublie de fournir le PC le jour de l'arrivée. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Jusqu'à on nous explique qu'il faut s'investir dans un projet, mais finalement, on n'a pas la vision d'ensemble, et donc on ne peut pas contribuer à la hauteur de nos compétences ou de notre expertise. Et effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'amour, moi je pense qu'il y a une vraie relation d'amour qu'on peut nouer avec son travail. Et comme dans une relation de couple, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire que pour faire les bons choix pour soi, il faut déjà bien se connaître. Donc pour moi, ça c'est la première clé. Bien se connaître, pour savoir quel job est fait pour nous, pour s'assurer qu'il y ait une cohérence avec nos valeurs, nos compétences, notre expertise, nos aspirations, etc., etc. Et puis, bien se connaître aussi pour repérer ses propres signes de souffrance au travail. C'est-à-dire que quand on se connaît mieux, on arrive à repérer signaux faibles, signaux forts. La question de se dire, quand je vais travailler le matin, qu'est-ce que je ressens ? Oui, sa météo du jour, sa météo du matin. Et ça me semble essentiel. Nicolas et Cécile, parce que je voudrais qu'on revienne sur votre conférence, parce que c'est intéressant, vous allez déployer tout cela devant des salles, devant des publics, et j'imagine créer de l'interactivité. Quelles sont les solutions possibles pour pouvoir régler cette difficulté? Parce que dans les 2 années qui viennent, on va faire beaucoup d'émissions sur la chaîne Bismart, où on va avoir des chiffres très alarmants de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux collaborateurs? De l'écoute, des temps de partage, du sport entre midi et 2. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien au travail? Je vais rebondir sur ce que disait Magali à l'instant. Déjà, bien se connaître. C'est-à-dire, en fait, on connaît ces périodes ou les causes qui amènent justement à ces désengagements, à ces désamours. Ou à la démission d'ailleurs. Hein. Ou à la démission. Il y a deux modèles. Il y a le modèle de la courbe d'apprentissage en S, que vous connaissez peut-être. Oui. Donc une phase sur laquelle on a beaucoup de mal au départ, puis ça s'accélère, puis après on arrive à un espèce de palier où on s'ennuie. Et puis il y a une autre phase qui est très importante aussi à traiter, et je pense en tant que coach, c'est quelque chose que vous avez probablement accompagné, c'est la courbe de la gestion émotionnelle quand on intègre un projet, une entreprise, etc., et qui passe par un niveau d'optimisme maximum pour descendre jusqu'à ce qu'on appelle la vallée de la mort, et pour remonter enfin vers au-delà. Et la vraie difficulté, parfois, une vallée de la mort, ça peut être une rentrée. Je reprends quelque chose, je ne suis pas sûr. Ou au contraire, on peut être sur un palier et on s'ennuie dans le nouveau job qu'on va reprendre. Et donc, quoi faire?
eh bien, être accompagné là-dessus, ça fait partie du rôle des managers, ça fait partie aussi du rôle des coachs qui ont maintenant aujourd'hui pris vraiment leur place dans l'entreprise avec un endroit qui est plutôt assez sain parce qu'il n'est pas managérial, il n'est pas hiérarchique et en même temps il peut être d'appui et d'intermédiation. Donc moi je préconise vraiment, alors pas pour tout et n'importe quoi, mais il y a plein de sujets sur lesquels ces profils créent de la valeur, donc accompagné par des coachs, former les managers. Chez Ignition, on a vraiment un programme qui permet justement d'accompagner les managers sur cette question-là à travers la mise en place de ce qu'on appelle le management situationnel et qui va différencier en fonction des différentes phases qu'on évoquait la façon de traiter les problématiques du salarié. Et en ce sens-là, ce sur-mesure-là est tout à fait pertinent. Pourquoi avoir choisi la conférence? Excusez-moi, je vous pose la question parce que vous agissez sur le coaching, c'est-à-dire une proximité, une écoute, un travail long. Pourquoi la conférence? Pourquoi Cécile, avec ce sourire que vous avez là, vous dites, tiens, je me lance dans la conférence? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un message à porter. Et c'est un message que j'avais lorsque j'ai écrit le livre pour lequel vous m'avez déjà Trouver trouver le job de vos rêves. Erol. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais dans ma vie antérieure, j'étais sociologue. Comme vous le savez, j'ai repris mes études à 48 ans. Je suis devenue sociologue et j'ai animé un observatoire social pendant 10 ans. Et ce que j'ai vu, c'était des gens malheureux. Déjà, parce que c'est erreur de casting. Vous savez, parfois, on fait du comblement de poste. Il y a des besoins, il y a des services qui ont des besoins. Hop, on met des gens. Ça fait un peu chair à canon ce que vous décrivez. C'est un peu, caricatural. Non, mais c'est vrai. Mais ces gens sont malheureux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Trouver le job de vos rêves. C'est pour que chacun, et là tu as raison, et vous aussi, que chacun se connaisse pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est qui lui convient. Et ensuite, il peut parler avec le RH en disant « Moi, je sais que ce job-là, c'est pas fait pour moi. En revanche, sur celui-là, je serai bon et j'aurai du sens. » Il faut une écoute en face qui dise « Je suis d'accord avec toi, moi je te sens ». Il faut aussi une psychologie quand même de l'interlocuteur, si je peux me permettre. Arnaud, ça fait sens. Et c'est ça. Le message que je veux porter aujourd'hui dans mes conférences, c'est attention à ce qu'il y ait du sens. Vous avez donné déjà plusieurs critères du sens, comme le parcours, comme l'apprentissage. Les personnes, c'est comme des plantes, elles ont besoin de grandir. Donc on a besoin d'avoir un parcours, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'avoir du sens, on a besoin d'être à sa place. L'émission se termine, c'est le Théâtre Beau à 19h30 et c'est mardi prochain. Au Théâtre Beau, Métro République. Métro République. Juste un mot de conclusion. Est-ce que vous êtes aujourd'hui épanoui, vous? Est-ce que vous êtes contente de reprendre le coaching et d'accompagner ces dirigeants? Complètement. Et en fait, j'ai l'impression de faire un peu toujours le même métier depuis 20 ans. C'est-à-dire que j'ai travaillé déjà il y a 20 ans sur les questions dans un autre contexte. C'est juste la forme qui change. Mais le message, le fond, il est le même. Et la question du sens, est-ce que vous étiez heureux de reprendre Oui, parce que moi je fais un métier qui est formidable d'un certain point de vue. C'est quand je fais des recherches et que ce sont des recherches différentes, c'est à chaque fois un nouveau départ. Comme un livre qu'on écrit. Voilà, ou en tout cas des choses qu'on découvre. Donc par construction, le premier à apprendre, c'est ma pomme en général. C'est ça, et ça c'est passionnant. Et vous, Cécile? Vous savez, quand on travaille sur l'humain, on ne s'ennuie jamais. Le burn-out, c'est pas pour nous. Et moi, je suis hyper heureuse, évidemment. Magali, peut-être un mot. Point, oui. 2. Aimer son job, parfois ça peut sonner aussi un peu comme une injonction. Oui. Et vrai. Je voudrais juste dire que y a des gens qui n'aiment pas forcément leur job. Mais qui font leur job. Qui le font et qui le font bien de manière investie, mais ils le font parce que c'est leur rôle, leur obligation, ou parce que ils ont des responsabilités. Ils ont une relation contractuelle avec leur travail. Et c'est OK. Si eux, à l'intérieur, oui, t'es pas obligé de faire youpi, bien sûr. C'est ça. Et il faut accepter que parfois, on est au top et parfois moins, mais comme dans une relation de couple. Ou comme chez un sportif qui est parfois au top niveau et qui a des moments à des baisses de performance. C'est ça. Un tout dernier mot, parce que là, vous volez des tout derniers mots. Ça sera le dernier mot, Cécile. Ouais, j'ai envie de, comme vous dites, le sportif, il prend du plaisir. Eh bien, moi, ce que je pense qui est important, c'est avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Merci à vous trois, j'ai pris plaisir à vous accueillir en tout cas. Moi aussi, j'étais très heureux de faire cette rentrée avec vous, évidemment. Merci à Cécile Banon avec cette conférence Théâtre Beau République, c'est à 19h30 pour être précis. Le 3 septembre. Le 3 septembre. Merci à Nicolas Leperc avec cette étude Inition, justement sur tous les sujets qu'on a évoqués. Allez voir, il est sur le site, j'imagine, en lecture libre. Et merci à Magali Auger d'être venue nous rendre visite, fondatrice de France Coaching, un podcast Valeurs Agitées, c'est bien ça? Exactement, et puis très présente sur LinkedIn. Et très présente parce que vous êtes aussi
aussi une référence marque candidat sur LinkedIn. Exactement. Voilà, LinkedIn qui est quand même l'outil absolument incroyable pour tous ceux qui travaillent autour du monde de l'entreprise. Merci à vous. On termine avec les militaires, avec Fenêtre sur l'emploi. La reconversion des militaires, gradés ou pas, c'est un vrai sujet. Comment avoir une deuxième vie lorsqu'on a été militaire dans l'armée française? On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de la reconversion des militaires avec Clément Tétu. Bonjour Clément. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur du cabinet Pépite. Rappelons, alors vous avez fait une école de commerce, mais vous avez été aussi dans les commandos marines et vous avez créé cette entreprise pour reconvertir, permettre aux 30 000, c'est le chiffre de votre communiqué de presse, 30 000 militaires, tous corps d'armée confondus, qui chaque année sort de l'armée pour trouver une deuxième vie, puisqu'ils sortent, ils ont quel âge? En moyenne, ils ont quel âge? 30 ans? Ils ont 30 ans en moyenne, en effet, et comme vous le dites, 30 000 militaires quittent l'institution chaque année, pour déjà une raison, c'est que le monde des armées nécessite d'avoir des ressources jeunes, donc structurellement, les armées renouvellent chaque année 10% de ses effectifs. Et donc de ce fait-là, on a affaire à des profils relativement jeunes, qui ont finalement toute une seconde vie professionnelle devant eux, et qui, derrière, ont un champ des possibles extrêmement vaste, et sur lequel nous apportons une certaine valeur, c'est-à-dire que l'on va être en mesure de les aiguiller afin de valoriser leur potentiel, mais aussi de pouvoir, on va dire, faire une certaine forme de sensibilisation auprès des entreprises qui recherchent ce type de profil, mais qui n'arrivent pas, d'une part, à les capter, et d'autre part, à bien les évaluer. Alors, deux questions doubles. D'un côté, le militaire qui n'a peut-être pas tout à fait conscience de ses compétences, et Dieu sait s'il en a. Et de l'autre, l'entreprise qui se dit, je vais acheter un militaire, je vais acheter avec des guillemets évidemment, mais je vais recruter un militaire, peut-être pour des mauvaises raisons. Est-ce que ça, vous le vivez? Est-ce que vous le constatez? Alors, on le vit d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est souvent des retours d'expérience qui nous sont remontés. Après, c'est en ça que notre cabinet a une forte valeur ajoutée, c'est que notre objectif, c'est d'avoir le maximum de valeur tant pour les candidats que pour les entreprises, en tant que tiers de confiance. Maintenant, pour ce qui est des candidats, en effet, on a des profils qui vont, de par l'humilité qu'ont beaucoup d'anciens militaires, se sous-évaluer, se dévaloriser finalement par rapport au marché de l'emploi et aller rechercher des opportunités qui sont bien en deçà de leur niveau de compétence et de leur talent. Donc ça, c'est votre job de leur dire, mais tu peux viser plus haut, tu peux aller chercher plus haut. Absolument. Je me rappelle d'un ancien nageur de combat des commandos marines qui m'a sollicité en me disant, Clément, je vais peut-être prendre un poste de policier municipal. Je lui ai dit, non, attends, tu étais chef de mission, toi tu es un meneur d'hommes, maintenant il gère une centaine de personnes sur un site logistique. Donc c'est aussi cette capacité, d'une certaine manière, à redonner de la confiance, mais surtout redonner de la perspective. Pourquoi? Parce que ce sont des profils qui ne connaissent finalement pas le marché de l'emploi, qui est en constante mutation. Et nous, notre job, c'est aussi d'être pédagogue en leur expliquant, voici le champ des possibles, voici ce à quoi vous pouvez prétendre et comment on va y arriver ensemble. Ça bouge quand même, les entreprises ont quand même ont pris conscience de l'importance de recruter des militaires. Pourquoi? C'est quoi les valeurs que portent les militaires qui font qu'aujourd'hui, l'entreprise est intéressée par le recrutement d'un militaire? Eh bien, alors, typiquement, vous parliez tout à l'heure des mauvaises raisons pour lesquelles des entreprises pouvaient recruter des militaires. C'est que typiquement, des entreprises peuvent penser qu'on va avoir à faire des personnes corvéables à merci. Ces personnels sont très engagés. Ça, c'est une certitude. Maintenant, elles sont engagées auprès d'une entreprise qui va avoir du sens, qui va leur proposer une mission intéressante et pour lequel le chef va être inspirant. Et donc, par rapport à cela, les qualités que va chercher une entreprise, va chercher une entreprise chez un militaire, c'est d'une part le fait que pour lui, la culture de la mission est sacrée. Et que concrètement, on va avoir des personnes loyaux qui vont arriver à l'heure, terminer leur job et avoir une forte conscience professionnelle par rapport à ce qu'il leur est demandé. Oui, donc c'est une forme de sérénité pour l'entreprise qui se dit cet homme va remplir la mission parce que quand on est sur le terrain, et vous l'avez été, la mission est sacrée. C'est d'abord la mission et après les hommes. Tout à fait. C'est comme vous le dites, c'est une forme de sérénité pour le dirigeant d'entreprise de faire appel à ce type de ressources parce qu'il va avoir des ressources fiables et particulièrement sérieuses. Un dernier mot sur les secteurs, en quelques mots, c'est quoi les secteurs les plus prisés, ceux qui recherchent aujourd'hui des militaires? Alors, déjà, moi j'ai créé cette entreprise dans le but d'ouvrir le champ des possibles. Donc il est certain que... tous les secteurs? Tous les secteurs finalement. Et il est certain qu'un certain nombre de militaires s'orientent vers les métiers de la sûreté et de la sécurité. Souvent par mimétisme, plus que par passion. Mais pour vous dire, nous, une grosse partie de notre secteur d'activité, c'est la logistique, l'industrie, l'environnement, les énergies, les assurances, le retail, donc des secteurs qui initialement n'ont rien à voir avec le monde des armes.
Merci Clément Tétu de nous avoir Merci rendu beaucoup. visite, fondateur du cabinet Pépite, au service, vous l'aurez compris, des 30 000 soldats militaires, gradés ou pas, qui quittent l'armée française pour retrouver une deuxième vie. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. C'est la fin de notre émission, nous sommes un peu en retard. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat pour la programmation, merci à Saïd pour le son, et merci à Théo, notre ami réalisateur, et merci à vous qui nous regardez pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.